législative qui régit des lois qui devront être imposées par le Conseil de sécurité au monde. Oui, c'est ça, bien sûr. Conseil de sécurité, c'est ça, le patron, comme on peut dire là, c'est qui met les décisions, c'est toujours. Après, on a plusieurs de comités, alors ceux qui font l'exécution, alors pour les actes en pratique sur la scène et tout ça. Mais je voudrais alors confirmer, alors par rapport à cette réunion-là et le retour très fort pour l'Égypte sur la scène internationale avec l'Égypte qui est devenu comme le président bien sûr, du Conseil de sécurité pour les pays non talents. Le président de ce comité contre le terrorisme. Et en même temps, c'est l'Égypte. Maintenant, oui, c'est dans ce mois-ci. Oui, c'est pour ce mois-ci, c'est l'Égypte et le président du Conseil de sécurité. Donc c'est par rapport, bien sûr, le tour. Il y a un tour, bien sûr, entre tous les pays. Alors, oui, par rapport à tout ça. Et alors, comme vous avez dit, alors qu'est-ce qu'on peut attendre de tout ça, ou qu'est-ce qu'on peut prévoir pour tout ce qui se passe maintenant? Alors, c'est un défi très sérieux, bien sûr, le terrorisme qui frappe tous les pieds du monde. Maintenant, on peut dire qu'il n'y a pas d'une zone dans le monde, il n'y a pas d'un endroit qu'on peut dire que c'est sur 100%. Tous les jours, alors à chaque jour, on entend quelque chose, quelques nouvelles très mauvaises. Bien sûr, aujourd'hui, on a entendu, bien sûr, l'attentat qui était à Munich, alors donc dans le train, et donc il y a des morts. L'attentat de Munich, on ne peut pas vraiment se prononcer sur cet attentat encore parce que c'était un attentat au couteau et oui, c'est un acte. Même l'Allemagne ne s'est pas encore vraiment prononcée, mais il paraît que celui qui a commis cet attentat n'est pas très stable ou adéquat. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de confirmation de tout ce qui se passe. Mais alors aussi, il y a des nouvelles d'ici, de là-bas, de quelqu'un qui parle. Même, c'était très malheureux de dire ça. Quelqu'un qui dit Allah Akbar, parce que comme Allah Akbar maintenant on l'utilise par une mauvaise façon pour le criminel, celui qui a fait ça. Oui, bien sûr, les dirigeants, les responsables là-bas n'ont pas confirmé que c'est un acte terroriste ou tout ça. Oui, on doit attendre de savoir, bien sûr, les raisons et tout ce qui se passe par rapport les envahisseurs de tout ça. Mais alors, c'est une mauvaise nouvelle, encore dont on parle d'une violence contre des civils, contre des innocents, des gens qui sont dans du train. On trouve quelqu'un qui les frappe, soit par d'un couteau, soit par de n'importe quel moyen. Donc alors, c'est terrorisme. Alors ça, c'est devenu maintenant, bien sûr, le défi le plus grand, le plus sérieux, le plus dangereux, alors devant tous les pieds du monde, devant tous les grands pouvoirs. Oui, l'Égypte toujours. Alors, rappel pour la lutte, pour la coopération contre le terrorisme et tout ça. Et l'islamophobie, alors on entend, il y a bien sûr beaucoup de les musulmans, les citoyens musulmans, ceux qui habitent en Europe maintenant, il y a des grandes souffrances pour ces gens-là, ceux qui toujours souffrent à cause des actes des autres gens qui prétendent d'être musulmans, mais font toujours des actes qui font mal, bien sûr, pour les autres musulmans, pour les autres innocents qui vivent dans les pays européens, toujours, et ils sont contre ils sont devant les Européens, alors c'est comme des violents, des gens qui appartiennent. Oui, je suis pas content de dire ça. C'est une affaire très difficile maintenant. Mais alors, on doit faire des actes, de vrais actes sur la terre, sur le terrain, alors pour faire de vraies luttes contre le terrorisme. Alors, en Syrie, par exemple, alors on regarde qu'il y a des luttes, on regarde qu'il y a des innocents qui sont morts, qui sont victimes. On entend toujours encore des massacres et tout ça. Donc alors, on ne doit pas tourner vers les civils, vers les innocents pour les frapper et pour faire des massacres. C'est un défi vraiment très très dangereux pour tous les pays du monde. Bon, docteur Yassine, au moment où le terrorisme devient vraiment un vrai défi dans le monde, pourquoi, à votre avis, le choix de l'Égypte pour présider ce Conseil? Bon, écoutez, premièrement, je pense qu'il faudra quand même s'entendre sur une définition aussi large que possible, aussi précise que possible en même temps, une définition du mot terrorisme. Qu'est-ce que c'est le terrorisme? Les actes de terreur ou les actes de terrorisme doivent
revêtir une certaine importance de telle façon à terroriser vraiment, dans le plein sens du mot, une partie d'une population qui n'a rien à voir, qui n'est pas dans une zone de guerre, etc., etc., par l'utilisation normalement des moyens importants, d'explosifs, des armes à feu, mais que quelqu'un, que ce soit déséquilibré ou même endoctriné, qui attaque avec un couteau, on peut difficilement mettre ça dans un acte terroriste. C'est pour ça, le terrorisme, justement, on arrive aux organisations terroristes. C'est le terrorisme organisé qui doit être lutté et contre lequel les États civilisés du monde doivent coopérer pour lutter et pour couper court à son développement. Donc c'est le terrorisme organisé, ça veut dire qu'il y a des organisations derrière qui fait des plans, qui fait des financements, qui fait de l'armement et tout ça. Et dans le but de déstabiliser les pouvoirs. Dans le but de déstabiliser ou dans le but, soi-disant, d'avoir un rêve utopique quelconque. Mais surtout, en fait, le but, c'est déstabiliser les sociétés. Et c'est pour cela, justement, certaines puissances se sont servies objectivement des organisations terroristes pour déstabiliser d'autres pays voisins dans un but d'intérêts nationaux propres et directs et à court terme, sans penser qu'à long terme, ça peut se répandre au monde entier. C'est ce qu'a fait la Turquie, par exemple, en poussant Daesh en Irak contre les Kurdes et en Syrie contre le régime de Bachar al-Assad, pensant que c'est une bonne chose dans les intérêts de la Turquie, mais en fin de compte, ça retourne contre eux. Ça se tourne contre eux. On a vu les attentats qui sont en Turquie et tout ça. Donc en fait, l'idée, c'est la terreur organisée et systématisée. Bon, maintenant, pourquoi l'Égypte a été choisie? Oui. Bon, c'était un choix, je dirais, normal et naturel, parce que l'Égypte, depuis 15 ou 20 ans, crie dans le monde entier et elle a vraiment fatigué la voix, notamment Hosni Moubarak, depuis 15 ou 20 ans, demander aux gens de coopérer contre le terrorisme et de voir le terrorisme et d'arriver à faire une définition du terrorisme. Il a déjà invité à une conférence contre le terrorisme à Sharm el-Sheikh, je pense, en 2004-2005, quelque chose comme ça. Je ne sais même pas exactement. Après les attentats de Taba? Après les attentats de Taba, exactement. Donc, en fait, l'Égypte tire la sonnette d'alarme contre le terrorisme depuis pas mal de temps. Peu importe le régime, mais avec une certaine... Oui, mais bien que aussi, il faudrait souligner que depuis les attentats de Taba, la situation était bien contrôlée dans le pays. Absolument, sur le plan sécuritaire. bien sûr, bien sûr. En plus, donc, l'Égypte est en lutte ouverte contre les organisations terroristes, que ce soit dans le Sinaï, surtout tous les jours, que ce soit dans la vallée du Nil de temps en temps, comme avant-hier à Helwan, et de temps en temps également sur la frontière ouest, dans le désert de l'ouest, à la frontière avec la Libye. Et on sait très bien, on s'attend au danger qui nous vient de l'ouest, parce que Daesh s'installe assez bien en Libye, et l'armée libyenne et le gouvernement libyen d'unité nationale n'arrivent pas encore à contrôler complètement la situation et à endiguer le terrorisme. Et l'Égypte est un petit peu enlisée dans ce qui se passe dans le Sinaï, quoique l'avantage, l'Égypte a quand même réussi à limiter la partie de son territoire qui est infestée par le terrorisme, et l'armée et la force de sécurité contrôlent la situation. C'est vrai qu'il y a tous les jours, il y a des victimes parmi l'armée et la police qui tombent dans des attentats terroristes, mais malgré tout, l'État égyptien contrôle complètement la situation. Donc contrôle la situation, mène
une lutte acharnée contre le terrorisme. Et c'est nous, en Égypte, qui avons plus l'expérience, en fait, de traiter. On est avec les terroristes, ou contre les terroristes depuis les années 70. Le djihadiste, le terrorisme djihadiste a commencé en Égypte dans les années 70. Donc ça fait plus de 40 ans que l'Égypte en souffre et lutte contre, et donc elle le connaît assez bien. Et peut-être aussi parce que l'Égypte a réussi en quelque sorte à surmonter sa crise de 2011. Bon, c'est quand même... Je veux dire, la situation n'est pas... C'est pas tout à fait lié au terrorisme, ça. Au contraire, ça donnait peut-être, à un moment, la faiblesse ou l'hésitation des services de sécurité, la faiblesse des services de sécurité après janvier 2011 a permis aux terroristes, bon, ceux qui sont sortis de prison, etc., et à faire, donc, ils ont fait l'Emara Islamia dans le Sinaï à cette époque-là, en 2011-2012. En 2012, je me souviens d'avoir lu dans les journaux égyptiens un reportage sur l'émirat islamiste ou islamique dans le Sinaï, qui avait à peu près, à l'époque, 3000 combattants. Mais je pense déjà en que c'est quelque 2012, chose ça. Qui a été très éphémère. Mais Oui, pas très éphémère, ça continuait, parce que c'était qui se bat jusqu'à maintenant. Ben justement, c'est ma question à Dr Esmaïl Hamed. Qui sont les auteurs des attentats au Sinaï aujourd'hui? Bien sûr, alors il y a beaucoup de gens qui jouent, qui font le mal, bien sûr, au Sinaï. Alors, par rapport quelques reportages, donc on parle de quelques éléments qui viennent de la bande de Gaza, il y a ceux qui parlent de ça. Il y a aussi des gens qui vivent, qui sont natifs de Sinaï. On a Beit el-Maqdis, on a bien sûr quelques éléments de Daesh, ceux qui prétendent d'avoir alors un émirat là-bas de Sinaï. Oui, bien sûr, l'affaire se sous contrôle, mais alors pour mon point de vue, que j'ai besoin que les forces de sécurité égyptiennes de faire une frappe très forte là-bas dans les sites où il y a les militaires, où il y a les touristes et tout ça, parce que oui, on fait à quelques moments qu'on fait une frappe et après on attend un petit peu, donc les autres aussi se cachent, après ils apparaissent après ça, donc aussi par contre ils ont fait une frappe aussi contre notre sécurité, donc on a besoin de faire une guerre ouverte là-bas sur les militaires, sur le tourisme, ceux qui s'installent au Sinaï. On parle de quelques milliers de militaires là-bas, donc on ne parle pas de grand-chose là-bas. Mais alors ça doit faire bien sûr une décision de président de l'État, c'est de faire une guerre ouverte là-bas. Ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais ça c'est bien sûr pour débarrasser de ça. Oui, bien sûr. Alors, bien sûr. On ne voudrait pas se retrouver dans une situation qui ressemble un petit peu à celle de la Syrie. Oui, alors. Bien sûr, non, on est très loin de tout ça, bien sûr, non. Il y a une chose aussi. Non. Guerre ouverte, bien entendu, guerre ouverte s'il y avait des forces devant soi. Mais là, c'est des fantômes. C'est la guérilla. Non, mais il y a des zones là-bas, ok, où il y a la montagne, où Jabal Halal, où il y a les environs là-bas. On connaît qu'il y a des militaires, il y a des groupes là-bas. Donc alors, on regarde leurs actes là-bas, nous montre même sur les sites qui appartiennent aux touristes comme ça, qui nous montrent qu'ils font des actes de quelques jours. Alors on entend qu'ils frappent, ils font comme ça, après ils se cachent. Mais bien sûr, par rapport l'armée égyptienne et par rapport aux capacités qui se trouvent avec notre armée, on est bien sûr puissant, on est très fort, c'est pour combattre ces gens-là et pour terminer cette affaire. Parce que toujours, c'est un problème que, oui, c'est caché un peu, on dirait que c'est stable. Après, on entend aussi des mauvaises nouvelles. Et comme ça, aujourd'hui, il y a bien sûr un militaire égyptien qui était blessé là-bas. Donc, il y a quelques jours, on entend de comme ça. Alors, même par rapport au nombre de ces gens-là, donc il faut faire une décision alors très forte pour débarrasser de ces problèmes. Parce que
toujours, on a le canal de Suez, on a des grands projets qui sont tout près de cette zone très chaude là-bas. Donc on doit montrer le monde entier que alors, le Sinaï, c'est un terrain très stable pour aussi profiter de tous les moyens. On a beaucoup de grands projets, beaucoup d'investissements, on a beaucoup de pays, la Chine, la France, beaucoup de pays qui veulent participer alors pour faire des grands investissements alors dans la zone de canal de Suez. Quand on entend toujours qu'il y a des problèmes de sécurité là-bas au Sinaï avec n'importe qui, ça fait mal aussi par rapport au développement de ces projets. Donc c'est assez important de faire ça. En même temps, Sharm el-Sheikh, alors c'est depuis l'avion, le problème de l'avion russe, ça souffre jusqu'à maintenant. C'est à cause de tout ce qui se passe au Sinaï dans des zones. Okay? Donc alors, on a beaucoup de moyens de technologie. Alors, c'est pour savoir vraiment et pour préciser où sont là les militaires. Donc, pour toute la population de Sinaï, maintenant, on ne parle pas de quoi 700 000 personnes qui vivent là-bas. Donc alors, ils sont dispersés dans 10 zones là-bas, dans les grandes villes. En même temps, donc, je pense pas, c'est pas. Oui, je connais que c'est pas un problème pour notre mesure de sécurité. Alors, pour savoir et pour préciser et pour fixer qui sont les militaires, ceux qui font toujours les problèmes pour nous. Parce que de temps en temps, on entend aussi des grands attentats qui arrivent. Je n'ai des amis en France et tout ça, ceux qui toujours dans les médias en Europe qui mentent toujours. Quand il y a un attentat là-bas, ils parlent qu'il y a un attentat à l'est de Caire. L'est de Caire, là, donc, on parle de 600-500 km loin de Caire, à l'est de Caire, mais dans les médias en Europe, parce qu'ils veulent ça exprès de montrer qu'il y a des problèmes au Caire ou dans les environs de Caire. Donc il y a un attentat à l'est de Caire, il y a 20 morts, il y a 10 morts, il y a 20 blessés, et comme ça, donc ils profitent de cette image négative. Oui, mais répondant à ces gens-là, on peut leur dire tout simplement, surtout aux Français, qu'il y a énormément de familles françaises résidant en Égypte et que leur situation sécuritaire est quasi stable. Je veux dire, ce qui se passe dans le Sinaï ne peut pas, même si ça fait parfois les grands titres de quelques journaux, ça ne reflète pas la situation sur le terrain, puisqu'ils ont leurs enfants dans nos écoles, leurs femmes sur nos marchés. Donc, ça, c'est de la part des gens. Oui, mais les médias. En fait, quand même, les touristes normalement a toujours peur. Oui. Le touriste a toujours peur parce qu'il ne veut pas se casser la tête, il veut aller se promener et pas prendre des risques du tout. Moi, je vais vous raconter une anecdote très marrante. J'étais en Californie en 82. Quand il y a eu la guerre de Beyrouth et l'invasion israélienne de Beyrouth. Et j'ai vu des Américains de Californie qui devaient aller à New York. Ils ont annulé leur voyage parce que quelque part à l'est, il y a des problèmes. Oui, c'est vrai. Vous voyez donc jusqu'où. Bon, je reviens vers la bataille ouverte contre les terroristes dans le Sinaï. Ça, c'est la théorie, ça. Mais sur le plan pratique, on a vu l'OTAN avec toute sa puissance de feu en Afghanistan depuis 2012, ou même fin 2011, et jusqu'à maintenant, il n'arrive pas à bout de terrorisme en Afghanistan. À cause de la géographie de l'Afghanistan? D'un côté, à cause de la géographie, et puis, comme disait toujours Mao Tse-tung, les résistants, ils l'appelaient les résistants, évidemment pas les terroristes, et dans la population comme un poisson dans l'eau. C'est très difficile de les distinguer du reste de la population, et on ne peut pas non plus se permettre de s'attaquer à la population. Comme par exemple ce qui s'est passé à Alep, le régime syrien fait tomber Alep sur la tête de tout le monde. Donc ça c'est le prix humain n'est pas à payer. L'Égypte n'est pas prête à payer un tel prix humain parce que l'Égypte a certaines traditions d'humanisme et de respect de la vie de sa population. On ne peut pas faire ça. Bon, mais juste là, je voudrais corriger alors un point. Par rapport à Afghanistan, c'est comme un État, c'est pas un État très fort comme l'Égypte, ils n'ont pas une armée très forte comme l'armée égyptienne. Mais il y a l'OTAN.
Oui, de longtemps, même si on reste centaines d'années, alors là-bas c'est un État très faible, donc il n'y a pas des établissements là-bas. Donc non, l'Égypte, on parle d'un pays très stable, même s'il y a des petits problèmes à côté là, donc, mais ce n'est pas des grandes choses, ça ne fait pas d'une faiblesse pour l'État, non, c'est un État très fort, très fort. On a des grandes confiances pour notre armée égyptienne, pour notre État, mais c'est de faire bien sûr un terme. Ça suffit de ces problèmes de Sinaï. Parce que si on parle, même si on a Alep aussi, serait maintenant le régime, c'est très faible. Là-bas, c'est un régime, c'est ce qui reste juste à Damas et quelques environs de Damas, mais il n'y a pas de contrôle par rapport aux autres endroits, les autres sites et tout ça. Donc, bon, l'Égypte, ça pique contrôle de partout. Donc, alors, pour moi, je regarde, ou j'imagine que notre armée et notre mesure de sécurité peuvent faire des grandes choses là-bas au Sinaï, parce que toujours, le Sinaï, ça fait un défi pour l'Égypte, pour l'avenir de l'Égypte et pour aussi les investissements. On parle des grands investissements à côté le canal de Suez et tout ça. Donc c'est important de trouver une solution alors absolue de ce problème-là. Mais c'est ce que Le l'Égypte terrorisme est très limité dans un triangle, très petit triangle, 50 km à peu près sur la mer, même pas. Et puis, bon, c'est à peu près 40 km sur 30, ou quelque chose comme ça. C'est très, très limité. Ok, donc alors, Ce n'est pas tout le Sinaï. Ok. Ce n'est pas tout le Sinaï. Ok, donc alors, ça c'est bien. Donc on connaît où la zone chaude de cette partie-là. Donc alors, pour l'intelligence égyptienne, pour la sécurité et tout ça, donc on peut savoir, de savoir ces Mais si zones-là. c'était aussi facile à dire, l'armée l'aurait fait en 24 heures. Exactement. Mais l'armée, elle lutte depuis quelques mois maintenant. Et elle perd. Quelques années même. Oui, bien sûr, oui, il y a des considérations de tout outre ça, la bien guerre, sûr. Oui. Les projets de développement, puisque l'Égypte va consacrer de grandes sommes d'argent pour le développement du Sinaï. Est-ce que vous pensez que ces projets de développement pourront contribuer à éradiquer le terrorisme dans cette région? À long terme, sûrement. À long terme, sûrement, parce qu'il faut que les habitants de la région puissent, d'abord, pour que les habitants de la région puissent travailler normalement, puissent trouver des sources de vie normales, entre guillemets, d'un côté. De l'autre côté, il faut aussi créer des pôles de développement dans le Sinaï, attirant des gens de la vallée du Nil très encombrés. D'un côté, donc, ça va alléger l'encombrement de la vallée du Nil, et donc ouvrir d'autres horizons à ses habitants. Et de l'autre côté, il va équilibrer en quelque sorte, mettre donc développant le Sinaï avec quelques dizaines de milliers ou quelques centaines de milliers d'Égyptiens qui viennent de la vallée du Nil, en même temps, en plus que les gens mélangent des populations, va sûrement contribuer à la longue aussi à éradiquer complètement le terrorisme. Et parce que le Sinaï deviendra comme toute autre partie d'Égypte. Bon, parlons de projets de développement. Le projet que le président a visité il y a quelques jours aux Oasis, l'Oasis plus précisément de Farafra, concernant les terrains qui ont été plantés de blé, c'était le jour de la récolte. Est-ce que vous pensez de tels projets et de l'extension de tels projets, surtout sur le plan de l'agriculture? Oui, je suis d'accord, bien sûr, avec des choses comme ça, avec des événements comme ça. On a besoin de comme ça. Parce que les images, même les images pour une chose comme ça, ça donne toujours de confiance aux citoyens égyptiens, ceux qui souffrent vraiment par rapport aux problèmes économiques, mais on doit leur dire aussi, par contre, de quelques mauvaises images, qu'on a aussi de bonnes choses à faire, qu'on a des oasis. Encore aussi, on a besoin de faire ça au Sinaï,
pour moi, je ne parlais pas uniquement de choix militaire ou de la solution militaire au Sinaï. Non, on doit approcher de peuples là-bas, on doit approcher aussi des chefs de tribus de Sinaï, alors pour faire toujours des réunions avec eux et aussi des visites officielles soit de président de l'État, soit aussi de premier ministre, de ministre là-bas, pour montrer aux gens qu'on est avec vous. On est avec le peuple de Sinaï qui font partie de peuple égyptien. Parce que toujours aussi, il y a de souffrance aussi pour les gens là-bas et ils imaginent qu'ils sont isolés du pays. Non, donc alors on doit approcher avec ces gens-là et pour leur donner un beau message que vous êtes une partie très proche de nous. Alors et aussi, on doit profiter de Sinaï comme une terre sainte. Sinaï, c'est une terre sainte, c'est une terre des prophètes, c'est la terre où il y avait la révélation de premiers livres sacrés, de aussi le mot Moïse. C'est le mot, bien sûr, très très connu dans tous les livres sacrés. On parle aussi de traces de l'Exode, on parle beaucoup de la visite de la Sainte Famille en Égypte. Donc toujours, Sinaï, c'est une terre exceptionnelle. Pour nous, c'est une terre mentionnée dans le Coran. Donc il y a même là une sourate du Coran qui s'appelle At-Tour. C'est Tour Sinin ou Tour Saïna. C'est bien sûr, c'est mentionné plusieurs fois. Donc alors, on doit profiter toujours de la valeur de Sinaï dans tous les domaines, soit les domaines économiques, dans les domaines religieux et par rapport aussi le domaine social pour approcher deux peuples et pour leur dire toujours qu'on est avec vous, vous n'êtes pas tout seul comme ça, et pour approcher et en même temps pour distinguer entre les militaires et les innocents, ceux qui vivent là-bas au Sinaï. Bon, docteur Yassine Tagueddine, concernant les projets agricoles, surtout sur le plan de l'agriculture, quand même, c'est effrayant de penser que jusqu'aujourd'hui, nous ne vivons que sur près de 7 ou de 8% peut-être de la superficie de l'Égypte. Même pas. Oui, même donc pas. C'est vraiment inimaginable. Bon, nous avons plusieurs problèmes à ça. Nous avons d'abord le problème de l'eau et l'irrigation, et puis le problème de la population qui augmente. Et donc, en fait, on a construit sur 800 000 faidans de la terre agricole. On a consommé 800 000 faidans de la terre agricole. Donc, c'est à peu près 14 ou 15% de toute la superficie agricole il y a 30 ans. Dans 30 ans, on a perdu à peu près 14 ou 15% de la superficie. Il n'y a rien à faire pour ça aujourd'hui. Maintenant, c'est cultivé avec des bétons. Donc bon, même la terre, ça y est, il y a un ami étranger, on était ensemble, il était avec moi sur le périphérique du Caire, et on a vu comment l'urbanisme sauvage et le béton qui sortait de la terre agricole très fertile. Alors il me dit, bon, la terre d'Égypte est tellement fertile qu'elle a fait pousser qu'on sème des ciments, ça sort de béton. Mais ça veut dire que cette terre, ça y est, elle est détruite. C'est fini ça. Et donc, on va dans le désert pour réclamer des terres, ce qui est un processus très difficile et très coûteux. Et très coûteux, évidemment, bien sûr. au lieu d'aller, bon, ça c'est une catastrophe dont la responsabilité incombe aux autorités étatiques et à la population en même temps. Les deux sont fautifs là-dedans, mais avec la responsabilité de l'État évidemment qui a laissé faire. Mais donc maintenant, pour développer l'agriculture, augmenter la superficie agricole, c'est une question de vie ou de mort, bien entendu. Mais il y a le problème de l'eau, bien entendu. Le problème de l'eau, bon, mais il y a un travail éducatif aux paysans égyptiens à faire, de ne plus faire l'irrigation par submersion, mais on fait l'irrigation goutte à goutte ou par aspersion, pas pour couvrir complètement la terre. Donc, ça veut dire qu'on peut, avec la même quantité d'eau, cultiver 4 ou 5 fois plus de superficie, au moins 3 ou 4 fois. Donc déjà, c'est une bonne chose. Mais le problème, je dirais que le projet actuel d'1,5 million de faidans, il est basé sur uniquement la nappe phréatique, l'eau souterraine qui existe dans le désert de l'Ouest. Et l'eau souterraine, elle ne contient pas des minéraux?
L'eau, c'est une très bonne eau, mais malheureusement, elle n'est pas renouvelable. C'est une eau qui existe depuis des millions d'années. Qui va s'épuiser. Elle va s'épuiser. Il y a des gens qui disent que ça va s'épuiser dans 40 ou 50 ans. Il y a d'autres qui ont dit 100 ou 150 ans. On ne sait pas, mais de toute façon, tout le monde s'accorde qu'il va s'épuiser. Donc, est-ce qu'il prévoit des alternatives? Ce n'est pas une nouvelle idée. L'idée de la nouvelle vallée est créer un département qui s'appelle la Nouvelle Vallée. Ça a été fait depuis Nasser. Mais on a découvert effectivement que l'eau souterraine n'est pas renouvelable. Et donc on a levé le pied un petit peu. Et on l'a remplacé dans les années 90 par le fameux projet de Toshka. Le projet de Toshka, on a dépensé 7 ou 8 milliards de livres, surtout pour faire une station de pompage gigantesque. On a appelé la station Moubarak, bien sûr, à l'époque, pour pomper l'eau du Nil et l'élever jusqu'au niveau du plateau de Toshka pour faire l'irrigation. Bon, il y a bien sûr il y a des problèmes techniques énormes, mais maintenant, on ne parle plus de ce projet et on considère pratiquement que ce projet doit être abandonné au profit des puits dans le désert. Ce qui est une aberration aussi de penser uniquement aux puits, alors qu'on a l'eau du Nil de Toshka, c'est déjà opérationnel, et puis on sait que les puits seront séchés dans quelques dizaines d'années. Donc c'est pas facile, c'est pas une question facile à solutionner. Il ne fallait pas, à mon avis, l'État est allé un peu trop vite dans ce projet sans une étude assez approfondie. C'est parce qu'il y avait une volonté politique de faire quelque chose dans le domaine de l'agriculture. Alors, les organes de l'État ont dit voilà, on va faire 1,5 million de faisans, on va faire des puits. Mais il n'y a pas eu, à mon avis, une étude sérieuse, approfondie pour cette affaire. Alors, je voudrais dire aussi quelque chose par rapport au projet là-bas dans les Oasis. Bien sûr, par rapport à Toshka, c'était une grande faute, bien sûr. C'est très mauvais choix pour Toshka qui se trouve à 1000 km au sud de Caire, dans une zone très rocheuse, de roches, de granit et tout ça. C'est très faute pour le sol là-bas. C'était un très mauvais choix. Pour les Oasis, je pense que c'est très bon choix pour nous. C'est pas loin de delta de la vallée de Nil. En même temps, le désert ouest, comme les géologues qui disent qu'il y a un lac de l'eau, alors qui date depuis 40 millions d'années, quand il y avait la mer Méditerranée qui couvrait le nord de l'Égypte, et après c'était rétréci, après la fissure de la mer Rouge, après les deux mers s'étaient reliées. Tout ça, c'est depuis 40 millions d'années. Donc en même temps, il y a beaucoup d'autres alternatives. On a beaucoup de sources de l'eau dans le désert ouest. En même temps, il y a un projet très important, c'est pour relier la dépression de Qattara avec la mer Méditerranée. Donc pour profiter aussi de la profondeur de la dépression là, et aussi pour raffiner. La Méditerranée, là, vous parlez d'eau salée. De quoi? Mais on pourra finir alors, on peut le... Mais ça coûte énormément cher. Mais ça va, donc alors, parce qu'aussi on a un problème dans la vallée de Nil avec le barrage de la Renaissance de l'Éthiopie, c'est ce qui va faire un grand manque pour l'Égypte. Donc à chaque année on parle de 14 milliards de mètres cubes manque. Alors par rapport, c'est à chaque année, jusque ça arrive de 74 milliards de mètres cubes. Donc alors aussi il y a le grand projet que le docteur Farouk El-Baskel a parlé de faire une vallée parallèle de la vallée de Nil. Donc ce qui commence depuis aussi la dépression de Qattara jusqu'au sud. C'est pas loin de la vallée de Nil. On peut faire aussi du route qui relie alors la nouvelle vallée avec aussi la vallée actuelle et tout ça. On a beaucoup de projets et aussi pour compléter l'achèvement là-bas dans les Oasis. On peut pas faire juste un projet isolé là-bas. Non, on doit alors compléter de tout ça pour approcher aussi de l'autre vallée et faire aussi de liens entre la nouvelle vallée et aussi l'ancienne vallée de Nil. Bon, docteur Yassine Tagaddine, est-ce que le projet de Toshka est gelé pour le moment à cause justement du barrage de l'Éthiopie qui ne nous renseigne pas trop maintenant pour le moment sur l'avenir de l'eau du Nil? D'un côté, sûrement,
Mais en fait aussi, je pense qu'il est passé sous silence un petit peu à cause du nouveau projet d'1,5 million de Fédans sur l'eau souterraine. Alors qu'il fallait faire une combinaison des deux, et il fallait utiliser, à mon avis, le projet de Toshka comme moyen de pression, même si l'Éthiopie dit écoutez, moi, on a fait dans l'état d'avant des choses, on a fait ce projet énorme qui nous a coûté beaucoup d'argent parce qu'on avait un besoin urgent et un besoin vital pour l'Égypte et pour la population égyptienne. Et maintenant, on ne vous permettra pas de nous détruire un tel projet. Mais le passer comme ça sous silence et le geler pour l'histoire d'Éthiopie, à mon avis, c'est une erreur politique. Bon, si je retourne à ma question posée au début de l'émission, on voudrait répondre à ça avant de terminer. Terroristes. Les terroristes de Daesh. Vous avez dit au début que la Turquie, l'Arabie Saoudite et la Syrie, beaucoup disent les États-Unis aussi, étaient derrière la création de Daesh et que maintenant Daesh échappe à tout cela. Donc, la Turquie, Qatar et l'Arabie Saoudite. Avec l'encouragement de l'Arabie en coordination. En coordination avec les États-Unis. Les États-Unis qui faisaient la coordination, apparemment. Pour déstabiliser la région arabe? Pour déstabiliser la région arabe, oui. Et pourquoi Daesh s'attaque maintenant à tout le monde? En fait, pour la déstabiliser, parce que, en fait, ils avaient, par la grande philosophie des Américains qui les a fait pousser à soutenir, par exemple, les frères musulmans en Égypte et en Tunisie et également en Syrie et en Irak. Ils pensaient que les islamistes modérés, entre guillemets, vont contenir les extrémistes qui terrorisent l'Occident. Donc ils vont les calmer, ils vont les contenir, les empêcher de sortir à l'étranger, d'un côté, et puis de l'autre côté, c'est les seuls, les islamistes, pourront convaincre la population arabo-musulmane de sauvegarder les intérêts des États-Unis et la sécurité d'Israël. Et les frères musulmans ont signé des chèques en blanc sur tout ça avec eux. Et donc, ils poussaient dans ce sens les frères musulmans et en même temps, ils laissaient pousser Daesh qui, d'un côté, que chacun des pays de la région avait un dessin différent. L'Arabie Saoudite, les Saoudiens, je ne dis pas l'État d'Arabie Saoudite, des Saoudiens qui wahhabites extrémistes, je dirais, sont très riches, donc ils finançaient. Et puis, il ne faut pas oublier que la plupart des activistes d'Al-Qaïda et de Daesh sont des Saoudiens. Surtout Al-Qaïda, c'est des Saoudiens tous. Docteur Ismail Hamel. 14 des 19 kamikazes du 11 septembre aux États-Unis étaient des Saoudiens. Oui, bien sûr, mais l'État, très loin de tout ça, c'est le royaume de l'Arabie Saoudite, c'est un pays qui souffre beaucoup alors de ça, toujours. Parmi les premiers objectifs de ces terroristes-là, c'est de renverser le royaume. Alors, bien sûr, c'est les militaires de Daesh. C'est pour ça que l'Arabie Saoudite s'investit dans la lutte contre le terrorisme. Bien sûr, oui, bien sûr. C'est en guerre aussi ouverte, c'est contre eux et tout ça. Et en même temps, l'ennemi est très proche. Et pour les militaires de Daesh, c'est l'Arabie Saoudite. Donc toujours, il y a beaucoup de paroles de leur côté là pour, bien sûr, chuter alors le régime saoudien. C'est un mauvais régime, c'est un régime contre
contre l'islam et tout ça. Ils font beaucoup de slogans, de prétentions. Alors, contre l'Arabie saoudite, donc on ne peut pas alors mélanger l'Arabie saoudite avec Qatar et avec la Turquie et tout ça. Même si on parle des groupes ou des Saoudiens, mais encore, il y a des Égyptiens, il y a des Tunisiens, il y a tous les des Européens aussi, beaucoup de militaires comme ça. Donc, alors, ceux qui servent comme militaires ou comme des mercenaires dans les groupes de Daesh et tout ça. Donc, alors, c'est un État très urgent pour nous, alors pour faire combattre le terrorisme, mais bien sûr avec de bonnes intentions. Alors, mais c'est le problème toujours que les Occidentaux toujours ils cherchent de leurs intérêts. Leurs intérêts, c'est pas contre le terrorisme, mais leur problème c'est toujours de faire l'anarchie. L'anarchie dans notre zone-là, c'est l'anarchie créative. C'est comme Condoleezza Rice, elle a déjà parlé de ça. C'est toujours ça, c'est en faveur d'Israël. Parce que quand les pays arabes sont faibles, c'est Israël, ça reste toujours comme la grande puissance alors pour cette zone-là. Toujours, c'est ça le but des Américains. C'est Israël, c'est un État américain qui se trouve dans la zone et tout ça. On ne peut pas dire qu'Israël soit la grande puissance. Non, je ne dis pas ça. Oui. Mais quand les pays arabes, par rapport au scénario américain aux occidentaux, c'est d'affaiblir tous les pays arabes. Donc Israël, c'est toujours qui reste comme ça. Oui, et pour la faire comme ça. Bon. Oui. En tout cas. Bon, oui. en fait, je reviens pour l'histoire de Daesh. Quand même, l'Arabie saoudite, même en tant qu'État, a favorisé à un certain moment Daesh pour d'autres raisons. Pour gêner l'Iran, qui est son grand rival, pour gêner l'Iran en Syrie et faire tomber le régime chiite, parce que quand même la monarchie wahhabite saoudienne est contre les chiites. En Syrie, ils veulent faire tomber le régime d'Assad contre la Russie, contre l'Iran et contre Hezbollah libanais. C'est tout ça. Donc pour reprendre le contrôle de cette région qui était contrôlée normalement par l'Arabie saoudite. En tout cas, le temps consacré à l'émission est terminé. Le débat était passionnant. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et je vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une réédition de Direct et un nouveau collègue.